La France championne du monde de rugby. Oui, t'as bien entendu. La France, on est champion du monde de rugby. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce pauvre type? Il met un truc putaclic comme ça en début de vidéo, il a craqué ou quoi? Et non, mesdames et messieurs, on est champion du monde. L'équipe de France de rugby militaire a battu au stade de la Rabine les Fidji en prolongation. 25-22, champion du monde. Félicitations au staff et aux joueurs parce qu'un titre de champion du monde, honnêtement, il n'y a rien de mieux. Et pendant ce temps-là, il y a les pros qui, de l'autre côté, eux, vont continuer leur compétition. Et oui, ça y est, la compétition, elle est lancée et la première journée dans toutes les poules, elle est passée. Et on se tourne maintenant vers l'Uruguay avec la composition du 15 de France qui vient de tomber. L'Uruguay, est-ce qu'ils vont tenir une mi-temps? Est-ce qu'ils vont exploser comme du popcorn? Honnêtement, on a quelques questions, mais je pense qu'on n'a pas réellement d'inquiétude concernant ce match-là pour l'équipe de France. Et surtout, on a les résultats de la première journée qui, dans certaines poules, vont orienter les compositions et les enjeux de certains matchs. Et on a son lot d'incertitudes et de surprises parce que oui, il y a eu quelques surprises sur la première journée de la Coupe du Monde. On va en reparler un petit peu parce qu'en réalité pour moi c'est pas vraiment des surprises, c'est plutôt des semi-surprises. Et donc on va faire une petite revue des 4 poules et des matchs qu'il y a eu avec les enjeux avant de basculer sur la compo du 15 de France. Tout d'abord un gros merci pour tous les commentaires bienveillants que j'ai eu sur le débrief du match France-Nouvelle-Zélande parce que c'est pas facile de débriefer à chaud et ça me fait vraiment chaud au cœur. J'espère continuer à produire des qualités qui vont plaire à certains et on peut pas plaire à tout le monde et j'en suis désolé. Et donc avant de commencer la vidéo, je vous encourage à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner en mettant la cloche si c'est pas fait, mes petits porcelets, et puis on y va. Dans notre poule, la poule A, il y a l'Italie qui a éteint la Namibie. Ils prennent le bonus offensif et là-dessus, il n'y a pas de souci. Honnêtement, l'Italie, je pense que c'est peut-être l'équipe la plus compétitive qu'ils n'ont jamais eue pour jouer une Coupe du Monde. Et c'est là où ça devient intéressant puisqu'ils ratent pas leur entrée, ils ont pris 5 points sur le premier match. Et ça veut dire qu'ils vont avoir une carte à jouer, à mon avis, contre la Nouvelle-Zélande. Et ça va être intéressant. C'est le 29 septembre et d'ici là, je me fais pas de souci pour la Nouvelle-Zélande qui va gagner ses matchs. L'Italie, je pense qu'ils vont continuer. Mais le Nouvelle-Zélande-Italie qui va y avoir le 29 septembre, attention, à mon avis, c'est pas joué d'avance. Qu'est-ce que ça serait étonnant et bon de voir l'Italie qui passe. Nous, en battant les Blacks, je vous avoue qu'on se retire quand même une épine du pied et on va être un petit peu moins de pression et plus serein pour travailler pour la suite. Dans la poule B qu'on va croiser en quart de finale, on a l'Irlande qui a littéralement aplati la Géorgie, leur cale 12 essais, enfin voilà, rouleau compresseur. Je pensais pas qu'on allait revoir des scores comme ça en Coupe du Monde, mais ouais, on a vu une grosse équipe d'Irlande contre la Géorgie. Et on attendait tous en fait ce choc entre l'Afrique du Sud et l'Écosse. Et sur ce choc, en fait, il y a une chose qui me dérange, c'est que le match est très serré. On sait que les Écossais, ils sont bien préparés. Et même s'ils dominent pas nettement, il y a quand même 6-3 après la mi-temps. Et après la mi-temps, il y a une attaque de l'Afrique du Sud. Et là, il y a un mec, un Sud-Africain, qui va rentrer avec une course en diagonale, mais pile poil dans le ruck, mais qui va littéralement plonger. L'arbitre ne dit rien et l'Écosse prend un essai à ce moment-là. Et pour moi, c'est le petit momentum du match où une fois qu'ils ont pris cet essai, bam, dans la tête, ça lâche. Donc pour moi, ce qui va être intéressant, ça va être évidemment ce match entre l'Irlande et l'Afrique du Sud qui va être le gros choc de la poule, mais surtout, c'est là où je disais dans mes pronos, et je suis peut-être pas loin de la vérité, c'est que l'Irlande, juste après avoir joué l'Afrique du Sud, va jouer l'Écosse sur son dernier match pour pouvoir passer en quart. Donc c'est-à-dire que l'Irlande, dans tous les cas, ils vont enchaîner 3 grands matchs avec Afrique du Sud, Écosse, et s'ils passent le quart de finale. Et je pense que c'est pas encore gagné contre l'Écosse. Dans la poule C, mes petits chouchous, les Australiens, et ouais, j'ai noté, je me coupe les cheveux si l'Australie ne va pas en demi-finale. Elle prend le bonus tranquillement contre la Géorgie, mais ça on s'y attendait. Et c'est le match entre les Gallois et les Fidjiens qu'on attendait. On sait que ces matchs-là, ils sont toujours épiques. Et ben on n'a pas été déçus, il y a eu un choix croisé avec des points. On a beaucoup parlé de l'arbitrage et je ne parle très peu de l'arbitrage dans mes vidéos. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur l'arbitrage pour régler tout le monde en fait sur ce que j'en pense. C'est pas à moi de critiquer en fait l'arbitrage. Il y en a plein qui m'ont dit dans les commentaires de France-Nouvelle-Zélande, mais t'es pas un mot sur l'arbitre, c'est n'importe quoi, t'es un vendu. Mais oh, détendez-vous. Déjà, les capitaines et les joueurs de rugby, ils parlent pas à l'arbitre et même s'ils parlent à l'arbitre, ils ne font pas changer les décisions de l'arbitre. Mais pourquoi est-ce que j'irais mettre de l'huile sur le feu? L'arbitre, il fait son job. Moi, je m'occupe pas de son job. C'est lui le maître de la partie, c'est pas moi. Je suis pas là pour pleurer en disant mais il y avait un avant sur l'essai des Blacks. Il y avait en avant et alors il y a essayé, on va pas revenir dessus. Et du coup, on se retrouve avec cette victoire des Gallois. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Fidjiens, ils prennent le bonus offensif et le bonus défensif. Et ça peut changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les Gallois, ils ont pas un effectif qui est aussi large que d'autres nations. Ça, c'est un fait. Et ils vont jouer leurs 2 derniers matchs contre l'Australie puis la Géorgie. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compétition, ils vont enchaîner 2 gros matchs pour pouvoir se qualifier. Même s'ils ont une semaine de break entre les 2 matchs et donc ils jouent à 2 semaines d'intervalle les 2 matchs, je pense que c'est pas gagné encore pour les Gallois la qualif. En revanche, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils auront plus de lisibilité sur le tableau. C'est-à-dire que ce week-end, il va y avoir le choc entre l'Australie et les Fidji.
Et là, si les Fidji perdent, malheureusement, je pense qu'ils passent à la trappe. Par contre, si les Fidjiens ils gagnent, les Gallois ils vont avoir la crotte aux fesses jusqu'au dernier match de qualif. Et maintenant, la poule D. Le Japon, ok, ils ont battu le Chili. Les Japonais, je t'avoue que je les avais totalement oubliés parce que ce qu'ils produisent ces derniers temps, c'est pas faramineux. Ils gagnent avec le bonus offensif contre le Chili. Et le Chili, je sais pas du tout ce que ça vaut. En revanche, c'est l'Angleterre qui m'intéresse. Tout le monde m'a assassiné quand j'ai dit qu'ils seraient présents à la Coupe du Monde. Et même s'ils sont horribles à regarder jouer, ils se sont retrouvés à 14. Par contre, avec leur équipe de quarantenaires, mais ils savent te gérer un match. T'as Ford à l'ouverture, bam, 3 points en drop, 3 points en drop, 3 points en drop. Ils cherchent pas à faire du beau jeu. Par contre, ils ont collé 27 points, je crois, aux Argentins. Et c'est pas le plus beau rugby, mais Steve Borswick, honnêtement, c'est pas Fabien Galtier. Lui, il en a rien à faire d'envoyer du beau jeu comme nous on a fait en deuxième mi-temps contre les Blacks. Lui, il voulait juste gagner un match pour au moins pouvoir sortir de la Coupe du Monde et se faire virer en se disant ok, j'ai gagné un match. Non, je déconne parce que les Anglais, ils vont pas être marrants à jouer. En revanche, c'est côté argentin où j'étais vraiment surpris parce qu'ils se sont fait violenter sur le terrain par des Anglais qui étaient à 14. Est-ce qu'ils ont ciblé ce quart de finale en se disant de toute façon, le Japon, le Chili, on va les battre et donc il reste les Samoa, mais on tente le truc. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à mon avis, ils pensaient pas perdre contre l'Angleterre sur le premier match de cette manière-là. Ce qui va être marrant, c'est qu'on va y voir plus clair dimanche soir parce qu'il y a le petit Angleterre-Japon et là, ça serait vraiment bonnard si le Japon gagne les Anglais. Bilan de la première journée terminé, on passe à la compo de l'équipe de France. Les cadres sont au repos. Mais qu'est-ce que j'aime pas cette phrase, les cadres? Non mais j'insiste, on n'est pas dépendant d'un seul joueur pour performer en équipe de France et c'est ça qui est chouette. En fait, c'est ça notre force. On a des mecs qui ont quand même l'air affûtés et en première ligne, tu te retrouves avec Gros, Bourgarit et Aldeguerri. On a Tao qui commence le match à côté de Woki. C'est quand même compliqué de changer ton 15 de départ en entier d'un match sur l'autre et donc Woki fait partie des 3 survivants. Tu chantes 7 joueurs dans le pack, par contre t'en gardes un. Et c'est génial parce que même si on se dit ok c'est l'Uruguay, tu sais qu'avec le groupe que tu as, t'es compétitif et que ça soit le même groupe qui a commencé contre les Blacks ou ce groupe-là, tu te dis, mais en fait, le niveau de jeu, il va être équivalent. Et on est capable de leur en mettre 50 facile à l'Uruguay. Mais en revanche, la question, c'est est-ce qu'on est capable de produire la même chose que l'Irlande qu'on a mis 82? Ça, j'en suis moins certain. Il est là, il est revenu. Et oui, je nomme le retour de Jelonge, titulaire en numéro 8, blablabla. Bla bla. Et oui, il revient en numéro 8, poste qu'il n'avait plus occupé en équipe de France depuis la victoire en Australie et depuis cette fameuse tournée en Australie. Et en prime, il va être capitaine. Quelle confiance de la part du stade pour fêter son retour. Troisième ligne, on fête le retour de Jelonge avec Boudéan et Macalou. À la charnière, on a Lucu et Astoy. Et ce qui va être intéressant là, c'est la performance de Astoy parce qu'on va commencer à scruter un petit peu plus les performances individuelles des joueurs pour la suite de la compétition. Est-ce que Jalibert, il a répondu aux attentes du staff sur le match contre les Blacks? Parce qu'on le gagne le match contre les Blacks, mais là, on le perd le match contre les Blacks. Tu penses pas que Jalibert, il se fait assassiner par tout le monde pour sa pénale touche pas trouvée et pour sa défense individuelle? Parce que quand on gagne, tout va bien. Par contre, quand on perd, faut trouver des responsables. C'est toujours comme ça avec nous. Après, je pense que le joueur et le staff sont lucides sur la performance que Jalibert a fait. Il sait qu'il a des points qu'il va falloir améliorer. Et est-ce que Astoy, il peut bousculer la hiérarchie sur les 3 prochains matchs? Je suis pas sûr parce que la seule option viable pour moi pour que Astoy il modifie la hiérarchie, il faudrait qu'il arrive à faire un énorme match contre l'Italie. Mais si il joue contre l'Italie, ça veut dire que Jalibert est hors groupe 1, il est sur le banc. Ou alors, il y a l'option où Jalibert joue les Blacks et la Namibie et Astoy joue l'Italie et l'Uruguay. Mais honnêtement, j'y crois pas. Et je pense que même en passant à côté d'un match, Jalibert resterait numéro 1. Tout simplement parce que c'est pas dans la politique de Galtier de sortir un joueur juste sur une performance qui est décevante. Mais on a quand même de la chance, vous imaginez que le 10 en position 3 dans le ranking français, c'est le champion d'Europe quand même, c'est comme au talon. Le talonneur champion d'Europe est numéro 3 dans le ranking. Si tu prends l'équipe d'Irlande, ils sont même pas champions d'Europe. Au centre, on a Moefana et Vincent, et ça va faire du bien, petit coup de respirer un petit peu, tranquille. Et Vincent, on a quand même bien aimé sa prestation contre les Blacks. À l'aile, le retour du chouchou Biel Biarré. On a Villiers qui est un des survivants avec Moefana et Woki. Et à l'arrière, Jaminet. Et Jaminet, lui, il fait pas de bruit, mais il a toujours répondu présent. Si tu regardes ses stats, le dernier match qu'il a perdu en équipe de France, c'était en Australie sur ses premières sélections. En 2 ans, il a pas perdu un match en équipe de France. Tu me diras, la France, on n'en a pas perdu beaucoup en 2 ans. Franchement, la compo, elle est chouette, les joueurs, ils nous font kiffer, et on a hâte de voir comment ça va se présenter ce match sur 80 minutes face à l'Uruguay. Sur le banc, effectivement, la compo en 6-2, elle a du sens, puisqu'on a 2 troisième lignes qui commencent le match avec Sekou et Boudéan qui potentiellement sont utility players et peuvent basculer derrière. On a donc Movaka et Wardy. D'un côté, il nous reste plus que 2 piliers gauche et 2 talons pour le moment, donc ils sont un peu obligés d'être sur la feuille de match. Et à droite, on a Sipili Falatea. Et ouais, on repose le petit vieux nounours Yuni Antonio. En remplaçant en seconde ligne, on a Chaluro, on a Flamand. Sachant que Flamand peut aussi basculer en 3e ligne. On a Cross, il y a Couillou qui vient prendre son temps de jeu et avec Ramos qui va du coup pouvoir rentrer à l'ouverture ou à l'arrière en fonction de la physionomie du match. Et là, on se retrouve typiquement dans la configuration 6-2
où tous les utility players, ils ont leur place contrairement au match des Blacks où on part sur un 5-3 mais avec moins de polyvalence peut-être, alors que là on a beaucoup plus de polyvalence et de capacité de s'adapter en cours de match. J'ai pas l'habitude de produire autant de vidéos sur YouTube et d'animer le suivi d'une compétition. C'est tout nouveau pour moi et je suis plus à l'aise dans les analyses rugby sur le jeu que dans de la présentation comme ça où tu vas analyser des compos, tu vas émettre des hypothèses et t'essayes de réfléchir sur la physionomie de la compétition, sur le déroulé de la compétition. Et là on parle des enjeux, de la gestion des joueurs et je sais pas si ça vous plaît ou pas. Et surtout j'ai pas envie de tomber dans un truc en disant ouais moi je préfère le maillot bleu et pas le maillot blanc. Et donc c'est un petit peu toute la complexité pour moi. Dites-le moi dans les commentaires en fait si vous appréciez ce genre de petites vidéos. Même si je ne réponds pas parce que merci je reçois beaucoup de commentaires et des fois je les lis au fur et à mesure 3 ou 4 jours après. Mais je note plein de trucs dans ma tête et en fait c'est vous aussi qui me donnez des idées, qui me donnez des punchlines et qui me faites sourire pour que je puisse prendre du plaisir à produire ce genre de vidéos. Mais j'ai besoin de savoir si ça vous plaît. Bon allez, on se revoit à Getmo. Topette.